numérique, l'agriculture, les infrastructures, l'énergie, etc. Et 9 milliards d'euros qu'on a mobilisés d'investisseurs et d'entrepreneurs africains sur leur continent. Parce que c'est un peu ça aussi la relation. Elle est partenariale et le forum qu'on a créé, cette coalition d'acteurs nouvelles, c'était des entrepreneurs français et africains ensemble pour la première fois. Donc vous voyez, c'est de l'argent privé, c'est des projets qu'on dessine ensemble, c'est du co-investissement. Vous défendez donc, Monsieur le Président, une approche business, gagnant-gagnant, vous dites. Pas que business, parce qu'il y a sport, il y a la culture, elle est dans tous les domaines du jeu, mais qui est moins axée sur uniquement le sécuritaire et qui est moins axée uniquement sur le gouvernemental. J'entends. Il y a tout de même une dominante économique dans ce sommet. Oui, il y a en tout cas une vraie présence. Effectivement, vous dites gagnant-gagnant. Aujourd'hui, un patron français qui souhaite se rendre en Afrique le fait facilement, mais l'inverse n'est pas vrai. Comment comptez-vous régler ce problème de visa, je dirais chronique, que soulèvent régulièrement les patrons africains? Alors, d'abord, on a beaucoup changé les choses ces dernières années en invitant régulièrement on a créé à peu près des conseils d'affaires dans tous les pays. On travaille beaucoup aussi avec nos propres organisations, etc. Business France s'est structuré pour ce faire. Et donc, chaque année à Choose France, l'Afrique est présente, avec des investisseurs et des patrons qui veulent venir investir en Europe. Et on leur réserve les meilleures conditions. Ensuite, on a créé un système avec justement à la fois Business France et le Quai d'Orsay pour permettre d'avoir des passeports, si je puis dire, ce qu'on a appelé nos passeports talents, des segments très spécifiques où on donne des visas plus facilement, où on a facilité les choses pour les investisseurs, les chefs d'entreprise, mais aussi les talents qui sont identifiés pour des entreprises, qu'elles soient africaines ou européennes, avec des talents du continent, et pas seulement. Et là, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on a lancé à ce sommet, c'est justement tout un travail pays par pays, avec l'Union africaine, pour faciliter cette circulation. Ce matin, dans le débat qu'on a eu, qui a été très intéressant, Aliko Dangote, je le cite comme ça, j'espère qu'il ne m'en voudra pas, mais il a assumé, c'est un des plus grands investisseurs nigérians sur le continent. Il a dit, moi, j'ai énormément de mal à me déplacer sur le continent africain. Et donc, ce qu'on reproche parfois à la France, c'est encore plus vrai entre les pays africains. Et donc, l'Union africaine va structurer une initiative de plus grande facilité de circulation de ses chefs d'entreprise et de ses investisseurs. Et moi, j'ai dit, nous, on va le faire aussi avec les Européens. Pour que ce que vous êtes en train de créer, les Européens aussi aient le segment miroir. Donc voilà, on continue de s'améliorer. Oui. Vous insistez, Monsieur le Président, beaucoup sur l'importance de la jeunesse. Vous en avez parlé hier, vous en avez parlé aujourd'hui. Pourtant, aujourd'hui en France, un étudiant africain doit, j'allais dire, payer 16 fois l'équivalent des frais de scolarité qu'un étudiant européen paie. Est-ce que vous comprenez cette jeunesse qui vit cette situation comme une injustice, finalement? Alors non. D'abord, vous avez le droit de dire que parfois on fait des choses bien sans dire mais à chaque fois pour me... Je dis ça juste en hygiène collective parce que sinon on a l'impression qu'on est toujours en défensive. En Europe aujourd'hui, si je compare la France avec l'Allemagne ou l'Angleterre, les études sont gratuites. Pendant mon premier mandat, on a même maintenant fait que les études sont gratuites et qu'on ne paye plus la sécurité sociale pour un étudiant français. C'est vrai aussi pour un étudiant communautaire, c'est vrai aujourd'hui pour un étudiant non communautaire. Aujourd'hui, un étudiant africain qui va dans une université anglaise ou allemande ou italienne, il paye beaucoup plus cher que chez nous. Je parle même pas... 16 fois plus ? Non, mais il paye beaucoup plus cher que chez nous. Aujourd'hui, ce à quoi vous faites référence, c'est que, et c'est une très bonne chose, on permet aux universités de faire payer des étudiants non communautaires. Mais c'est normal. Parce que le choix collectif qu'on fait en France, c'est de dire un étudiant ne paye pas, c'est le contribuable qui paye. Mais le contribuable français, il n'a pas dit je vais payer les études de tous les étudiants du monde d'où qu'ils viennent. Et moi, partout où je vais dans le monde, j'ai beaucoup d'étudiants qui me disent « Elles sont bien les études chez vous si elles ne coûtent rien ?» Parce que quand je vais dans une université au Canada, elles coûtent de l'argent, beaucoup plus. Quand je vais dans une université américaine, j'en parle même pas. En Chine, en Inde, on est l'un des seuls pays au monde où l'université est gratuite. Il faut arrêter de vivre dans ce dogme, ce fantasme. Donc, on préserve... Pour les étudiants africains. Mais je le dis, les étudiants africains, ce sera pays par pays. Les universités feront leur choix. Mais il y a peut-être des universités qui feront payer plus cher qu'aujourd'hui, qui est zéro. Mais elles feront néanmoins payer souvent beaucoup moins cher que les autres pays européens. Et à côté de ça, on a encore un système de bourse par Campus France et par nos universités. Donc la France, avec cette réforme, demeurera l'un des pays les moins chers au monde pour son système universitaire. Et il faut être simplement cohérent avec nous-mêmes. C'est que les contribuables français, ils ne payent pas pour que les études soient gratuites pour la terre entière. Monsieur le Parce Président. que c'est vrai dans aucun autre pays au monde, donc ça ne peut pas marcher. Par contre, on veut continuer d'accompagner des talents
qui viennent du Kenya, qui viennent du Sénégal, qui viennent de la Côte d'Ivoire, qui sont identifiés avec les universités, choisis par les universités. Et à ce moment-là, l'université peut les sélectionner, elle peut décider de ne pas leur mettre de droit. Campus France peut accompagner et on continuera d'avoir une politique très attractive. Autre préoccupation de la jeunesse africaine, la réforme du franc CFA. Vous avez dit que vous avez fait le job, que c'est aux Africains de décider. Est-ce qu'ils ont vraiment le choix quand le taux de change est fixé par la BCE, la Banque centrale européenne, quand le franc CFA est toujours utilisé au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso? Pourquoi la France continue-t-elle de maintenir cette garantie de convertibilité? Alors, d'abord, je ne me suis pas exprimé comme vous l'avez dit. Hein. Moi, j'ai, dans la session qu'on a fait tout à l'heure sur l'économie, dit exactement ce que tout le monde avait à faire. J'ai dit, si on veut avoir plus d'investissements en Afrique, il faut que, très clairement, on ait une architecture financière internationale plus efficace, mieux utiliser l'argent public qu'il y a dans toutes les institutions, Banque mondiale, FMI, Banque de développement, Banque régionale, et qu'elle déclenche de l'argent privé. Ensuite, ce que j'ai dit, c'est que nous, Européens, là, on doit faire le job qu'on n'a pas bien fait, c'est que les règles, aujourd'hui, de solvabilité, les normes qu'on met en place désincitent beaucoup d'institutions à investir sur le continent africain. Beaucoup trop. En particulier dans le secteur financier. Donc ça, c'est une réforme à laquelle j'appelle. En particulier en Europe. Est-ce qu'il ne faut pas aller au bout de cette réforme de 2019 pour éviter... Et attendez, mais je réponds à votre question, mais c'est pour rétablir les choses, pour pas donner le sentiment que j'ai envoyé le premier de ça. Et 3, j'ai dit qu'il faut mettre en place un mécanisme de garantie. C'est une des grandes avancées de ce sommet. C'est un mécanisme de garantie sur les premières pertes pour permettre aux investisseurs privés de venir sur le continent africain davantage et d'ailleurs aux investisseurs africains d'investir sur leur continent. Parce que ça a été répété, beaucoup investissent ailleurs. Néanmoins, sur la réforme du franc CFA, qui est un point qui ne touche pas du tout cette partie de l'Afrique, mais sur l'Afrique de l'Ouest, moi, pour le coup, ça, j'ai pris mes responsabilités. En 2019, en Côte d'Ivoire, j'ai dit, nous, on est prêt à lever tous les registres du jeu. Et donc, on a levé tous ces registres du jeu. Ils nous ont demandé de maintenir la garantie. La garantie, c'est quoi? C'est ce qui permet d'éviter que le change soit totalement flottant. Mais tous les systèmes de réserve qui existaient ont été levés. Et maintenant, c'est aux dirigeants africains de reprendre cette initiative. Je me suis entretenu il y a quelques semaines avec le président Ouattara en ce sens. Et il m'a dit qu'il allait reparler. Je sais qu'il a parlé aujourd'hui à plusieurs présidents de la région qui ne sont pas dans l'UEMOA. Ce que, me semble-t-il, l'intérêt de l'Afrique de l'Ouest, c'est aujourd'hui de dire on arrête avec le nom franc CFA, on sort du système et de ses contraintes. Mais ce n'est toujours pas le cas. Mais c'est à leurs mains. Je ne peux pas prendre la décision pour les États. C'est pas moi qui gère la politique monétaire du Sénégal, de la Côte d'Ivoire ou autre. Mais est-ce que ce n'est pas cela qui crée ce rejet de la France par cette jeunesse? Non, d'abord, moi, je ne vois pas un rejet de la France dans les jeunesses. Je ne le vois dans aucun pays. Je me promène, je vais courir, je me balade, je vois aux gens, je vais dans le concert, je ne vois pas de rejet. Il y en a parfois dans les réseaux, chez certains activistes. En Afrique de l'Ouest. Non, mais en Afrique de l'Est, il y en a, il faut être lucide. Dans une partie de la jeunesse qui est poussé par certains activistes qu'on écoute parfois beaucoup, et quand on relaie aussi les récits qui sont faits par d'autres puissances, qui sont les vrais colonisateurs du XXIe siècle, et qui sont les Russes et d'autres. Mais quand on rétablit les faits, ce qu'on doit faire, il n'y a pas de raison de ne pas aimer la France aujourd'hui. Mais ce que je veux dire sur la politique monétaire, pour aller au bout de ma réponse, c'est que c'est aux dirigeants de l'Afrique de l'Ouest de le décider. Moi, je leur ai dit, tout est sur la table. J'ai pris toutes les responsabilités. Pour ce qui nous concerne, j'ai demandé à M. Severino, en qui j'ai grande confiance, justement d'aller voir ses dirigeants pour redonner une dynamique. Entre-temps, à leur décharge, il y a eu le Covid, il y a eu la guerre en Ukraine avec les conséquences et beaucoup de choses. Donc maintenant, j'attends vraiment de eux qu'ils aillent au bout pour changer le nom. Leur intérêt, je crois, c'est vraiment qu'il y ait une plus grande intégration régionale, monétaire et commerciale, et que ce soit le plus large possible pour couvrir le maximum de pays de la CEDEAO. Parce que ce dont l'Afrique a besoin, c'est d'une plus grande intégration commerciale, économique, et d'un plus grand équilibre monétaire. Voilà. Mais simplement, aujourd'hui, ce que je vois, c'est que beaucoup nous disent, nous, on a besoin encore d'avoir la garantie sur les réserves, parce que sinon, on est trop attaqué sur nos monnaies. Et là, j'ai pas été... L'aurais-je fait, on m'aurait dit, vous nous abandonnez. Donc ça, on le garde parce que c'est une garantie de stabilité. Mais sur toutes les autres obligations qui